Yaoundé, capitale du Cameroun, ville aux 7 collines, ville des institutions avec un habitat aux caractéristiques multiples et complexes. De cette complexité découlent plusieurs conséquences parmi lesquelles les maladies liées à notre habitat. L'habitat est un abri qui sert à protéger l'homme et le milieu dans lequel il est implanté. Tout ce qui entoure le logement contribue à la santé de la famille et de l'individu. Je me suis rendu compte que les gens mettent les carreaux, recouvrent des maisons avec des carreaux. Je me suis rendu compte que dans les maisons, on peint l'intérieur avec la peinture à huile. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas les prises d'air. Certes, dans la journée, on ouvre les fenêtres, mais dans la nuit, on les ferme. Et quand on les ferme, avec les murs peints avec la peinture à huile, avec les carreaux qui sont à l'extérieur ou qui ne sont pas à l'extérieur, peut-être il y a même la peinture à huile à l'extérieur, les gens ne respirent pas. Et en plus de cela, on met les Moon Tiger, on met tous les produits pour qui tuent les moustiques. Alors on s'intoxique. Je me suis demandé, comment est-ce qu'on peut vivre dans un contexte pareil? Je sais que dans les sous-sols, et surtout là où il y a de l'uranium, le gaz radon rentre dans les maisons. Et je vois les maladies, le nombre de personnes et des décès que nous assistons tous les jours. Et je vois plusieurs contradictions, des paradoxes. Les personnes qui, peut-être on retrouve une personne morte le matin, ou bien tu te retrouves bizarrement malade, on n'arrive pas à comprendre. Et tout de suite, on pense que c'est la sorcellerie. Je suis convaincue qu'il y a plusieurs maladies qui découlent de notre habitat. Et on n'est pas conscient de cela. Yaoundé, vrai que ce sont des édifices, les 7 collines, son lac municipal, mais surtout sa mythique rivière, le Fundi. De chaque côté de cette rivière, il y a les zones marécageuses sur lesquelles sont bâties des constructions anarchiques qui ne demeurent pas sans risque à cause d'un sous-sol humide. Un environnement qui ne garantit pas un habitat favorable à la santé, qui n'assure pas les circonstances nécessaires et suffisantes à la santé physique, mentale et sociale, à la sécurité, à l'hygiène et au confort, et même à l'intimité. Des zones marécageuses, les flancs des collines, un certain nombre de points, des points très très délicats qui sont occupés par des personnes, surtout même de la basse classe. À ces endroits-là, c'est des points très très dangereux. C'est généralement des points de stagnation d'eau, vu même déjà de la qualité de sol. Des sols de très mauvaise portance. Sur ce point-là, je dis qu'il n'est pas bon que les gens puissent déjà occuper des bas-fonds. Mais à un certain moment, je me dis, c'est vrai qu'il ne faudrait pas que les gens occupent les bas-fonds. Mais on constate qu'ils sont là dans les bas-fonds à cause de la pauvreté, qui ne leur donne pas l'opportunité de pouvoir construire dans des sites adéquats. Donc il y a d'abord ce problème de construction anarchique qui me fait comprendre effectivement pourquoi par moment dans la maison, il y a des petites mycoses qui apparaissent sur des enfants. C'est-à-dire que vous voyez que les mycoses, leur violence se ressent d'âge en âge. Les tout petits seront beaucoup plus attaqués par des mycoses par rapport aux plus grands. Le plan d'urbanisme en général, il n'est pas respecté. Parce que je pense que s'il y avait un plan qui avait été établi par les institutions en place,
qui pouvait montrer comment les gens devaient s'installer et autres. Cela devait être facile. Mais sur ce côté-là, il n'y a aucun plan qui est établi, ce n'est pas respecté. L'occupation anarchique était des constructions spontanées qu'on constate à divers matériaux. Il faut qu'il y ait une prise de conscience de l'environnement propre, sain et la santé. Même au village, même celui qui n'a pas les moyens peut bien se rendre compte qu'il faut qu'il nettoie son environnement. Au niveau des institutions, il faut qu'il y ait une sensibilisation aussi au niveau de nos dirigeants. Il faut qu'il y ait des mesures au niveau de nos dirigeants, que ce soit au niveau du ministère de la Santé, que ce soit au niveau des différents ministères, je ne vais pas les citer tous ici, mais surtout qu'il y ait une bonne volonté au niveau des législateurs, qu'on puisse prendre des mesures, des lois, qu'on puisse adopter des lois qui imposent un style de construction. Des autres problèmes liés à l'habitat et à la santé, les constructions à côté de la haute tension, les maisons sans aération, les constructions à côté du chemin de fer et parfois des écoles primaires implantées à moins de 8 mètres des rails, les constructions sur les flancs de montagne, les éboulements de terrain, les fosses septiques responsables des maladies, les questions de peinture à huile dans nos murs, une peinture qualifiée de toxique. Beaucoup de consommateurs ignorent l'existence sur le marché d'une peinture à eau lavable avec des avantages sur le plan de la santé. Les problèmes de carreaux couverts sur les murs extérieurs, une véritable mode dans les immeubles au Cameroun. Ces différentes situations sont responsables de plusieurs maladies. On note les infections respiratoires, l'asthme, la rhinite, la bronchite, notamment chez les enfants. La tuberculose due à la concentration de plusieurs personnes dans un espace restreint et insalubre, la malaria due à la stagnation des eaux sales dans les logements et ses alentours, la diarrhée due à l'insalubrité des sanitaires et à l'eau non potable. Au sein de notre hôpital, il y a bon nombre de malades qui viennent et parmi ces malades-là, il y a des personnes qui souffrent des maladies qui sont liées à l'hygiène, ou un manque d'hygiène, telles que par exemple les maladies du périfécal et bien d'autres maladies. Alors on s'est dit, bien, ce sont autant de maux qui peuvent être évités par la population. Des maladies du périfécal, vous savez bien, comme moi, que ce sont des maladies qui sont dues à l'eau sale ou aux aliments contaminés par l'eau, ou alors manque d'hygiène, par exemple laver les mains. Et nous savons très bien que les matières fécales contiennent ou peuvent contenir de nombreux agents pathogènes, tels que les bactéries, les virus, les parasites, qui sont à l'origine de certaines maladies, telles que la fièvre typhoïde, les diarrhées aiguës et bien d'autres maladies. Autre maladie grave qui découle de l'habitat, le cancer. Ce cancer est provoqué par le radon 222, un gaz radioactif d'origine naturelle contenu dans le sous-sol. Il provient de la désintégration de l'uranium et du radium présents dans la croûte terrestre. Il constitue l'une des principales sources d'exposition au rayonnement ionisant de la population du fait qu'il s'accumule dans l'atmosphère des bâtiments où la population passe en moyenne 90% de son temps. Les études ont clairement permis d'identifier le cancer du poumon comme le principal danger lié à l'exposition au radon. J'ai remarqué dans nos familles, dans notre pays, des gens qui construisent des maisons sans ouverture, surtout même ceux qui habitent dans les marécages. Quelqu'un construit une maison sans ouverture, on se rend compte qu'aux alentours même des murs,
il y a de l'humidité et ça use même les bordures des murs. Donc ça rend le mur verdâtre, ce qui fait que quand nous habitons dans ces maisons sans ouverture, toute cette humidité-là nous cause beaucoup de maladies. Par exemple, on ressent des fatigues, ça veut dire donc l'humidité qui sort du sol là nous donne de la fatigue, les maux de tête et toutes les maladies possibles. Moi-même, je suis à l'hôpital, j'ai déjà eu les cas pareils. Des malades qui se plaignent de la fatigue, des maux de tête. Ceci est cause de notre façon de construire. Comme le constate Madame Boko-Julienne, l'humidité constitue un risque permanent pour les populations qui n'élaborent pas des stratégies adéquates pour se mettre à l'abri des éventuelles répercussions sur le plan de la santé. Moi, je pense que si ça a une répercussion au niveau de la santé, il est temps donc que le pouvoir public prenne cela en main et trouve des solutions. Je pense aussi que dans les écoles de formation, il faudrait donc faire imprégner cela aux enseignants ou bien surtout aux élèves pour qu'ils puissent rendre compte au niveau de la population et élaborer un nouveau plan de construction. Quand vous vous rapprochez vers nous pour nous parler de ce gaz appelé le radon 222, que ça me fait un peu réfléchir. Mais la meilleure solution est celle de beaucoup sensibiliser les élèves, puisque pour qu'une sensibilisation ait effet, il faut surtout qu'elle soit injectée dans les centres éducatifs. Parce que si on introduit déjà la découverte du radon 222 dans les manuels scolaires, ça veut dire que même du primaire au secondaire jusqu'au supérieur, et que c'est introduit dans ce manuel, ça veut dire que dorénavant dans les constructions, on aura des nouvelles technologies de construction qui vont s'adhérer au fait de l'émission du radon 222. Comment lutter donc contre toutes ces maladies qui découlent de notre habitat? Plusieurs démarches sont envisageables. Et à celle des nouvelles technologies de construction que nous propose M. Moukouri Sopopol, architecte et spécialiste des questions de l'habitat. Quelles sont les solutions que nous proposons pour empêcher la remontée des gaz radon? Le regroupement familial, le plus souvent, se passe le soir. Et c'est le moment où les remontées capillaires sont très accentuées. Les grandes remontées convergent vers la direction de l'habitat. Le corps humain reçoit toutes ces remontées-là. Ces remontées peuvent être objet de beaucoup de maladies, parfois le mal de rhumatisme, l'asthme, les problèmes de peau, on a les problèmes respiratoires. Tout ce que vous voyez aujourd'hui comme construction, vous entrez à l'intérieur, vous vous retrouvez devant l'humidité à tous les niveaux. Cette humidité a le même effet sur vos vêtements. Ces mêmes effets sont représentés au niveau des articulations. Quelles sont les solutions qu'on peut apporter à ces remontées des gaz radon? C'est simple, c'est à travers ces nouvelles technologies qu'on pratique aujourd'hui qui créent une espèce de barrière. Et ces barrières renvoient ces gaz à l'extérieur des maisons. Tel qu'il a été conçu, à travers sa constitution, qui est un peu comme un ballon, une espèce de couverture, une espèce de barrière. Une barrière qui est orientée vers l'extérieur, qui empêche la remontée capillaire des gaz radon. Igloo est surtout pour les problèmes de santé, surtout pour la lutte contre la remontée capillaire des gaz radon. Il faut qu'on crée toujours des prises d'air qui permettent de recycler
l'air dans les maisons. En Europe, c'est une loi. Tu ne peux pas construire une maison sans prise d'air. Chaque 3 mètres doit avoir une prise d'air, ce qui permet à la maison de respirer. Et quand on dort la nuit, il y a un changement d'air. L'igloo a été étudié spécialement pour la santé et pour réduire les coûts de construction. L'avantage des igloos, non seulement il réduit le temps de travail de 70%, mais il réduit la consommation du ciment à 40%, ce qui permet une construction moins chère. Une autre technologie de construction pouvant favoriser la bonne santé dans notre habitat, c'est l'U-BOT, avec ses 3 caractéristiques. Il rend la dalle légère, il est considéré comme un anti-incendie, bonne isolation acoustique, l'U-BOT amortit toutes les vibrations. Les technologies U-BOT et celles du L'igloo sont obtenues à base du recyclage des déchets plastiques. Le Cameroun gagnerait à promouvoir donc cette technologie car il s'agit ici d'une grande opportunité de création d'emplois. Cela constitue un enjeu phare dans la lutte contre la pauvreté. La lutte pour un habitat sain n'est pas la seule affaire de nouvelles technologies de construction, qu'on soit riche ou pauvre. Chacun de nous peut garder son habitat propre et bien rangé, ce qui évite plusieurs maladies. Notre habitation, c'est notre lieu principal de vie. Tout au moins, l'ordre dans une maison. Ça peut diminuer le stress. Si je dors dans une maison qui est tout le temps désordonnée, je suis tout le temps en train de chercher tout ce dont j'ai besoin. Si je dors dans une maison avec trop de lumière ou alors sans lumière, ça, je me fatigue. La lumière peut être un facteur stressant. Si je dors dans une maison qui n'est pas aérée du tout, où il n'y a pas assez d'air, je disais déjà tantôt, bonjour les infections pulmonaires. Ça, c'est important. Donc, dormir dans un environnement, dans une maison qui soit saine, qui soit ordonnée, qui soit bien aérée, ça, c'est important. Avoir autour que la maison soit propre, tout aux alentours, pour éviter les moustiques, pour éviter le paludisme et bien sûr dormir sous une moustiquaire. C'est important. Nous mourons encore très jeunes et les études ont démontré qu'en agissant sur l'habitat, cela a permis que les gens vivent quelques années ou plusieurs années d'ailleurs. Donc, voilà des raisons qui m'ont poussé à proposer ce projet parce que je pense que mon objectif en tant que Camerounaise et en tant que ex-immigré ou bien membre de la diaspora, ce que j'ai appris là-bas, et j'ai décidé de rentrer aussi, de participer aussi au bien-être social de mon pays. Cette obligation morale m'a porté à proposer ce genre de projet qui a un impact social assez considérable. Un autre objectif de ma part, c'est de sensibiliser les institutions de mon pays pour qu'on puisse mettre un accent particulier, même au niveau législatif, sur les techniques de construction, pour qu'on puisse régulariser les constructions dans notre pays, pour qu'on puisse imposer les matériaux qu'on adopte dans les constructions, pour qu'on puisse former les jeunes dans le cas où il y a certains matériaux qui sont nécessaires et qui ne sont pas qu'on ne trouve pas dans notre marché et qu'on peut facilement fabriquer avec le matériel local, et pour qu'on puisse socialement combattre certaines maladies qui dérivent d'un habitat insalubre. Et je pense que c'est ce qu'on demande à la diaspora au niveau international, d'avoir une double vision, mais qui permet surtout d'avoir une implication et des impacts sur les populations. Madame Mokori Odile est membre de la diaspora et son projet a attiré l'attention de l'OIM, l'Organisation internationale des migrations. La migration, qui constitue de nos jours une priorité du XXIe siècle, un élément essentiel, incontournable et potentiellement bénéfique de l'activité économique et sociale de chaque région et même de chaque pays.
Depuis 2003, le gouvernement italien, à travers le ministère des Affaires étrangères, appuie l'OIM dans le cadre des projets MIDA, migration et développement. Il a pour but de promouvoir le rôle de la diaspora dans le développement socio-économique d'un pays d'origine en général. Donc, fort de ça, il faudrait pouvoir identifier une stratégie avec aussi bien le gouvernement, les gouvernements concernés, que les éléments de la diaspora identifiés. Donc, savoir que nous avons peut-être un groupe de migrants qui aimeraient, pourquoi pas faire un transfert de connaissances sur X domaine. Est-ce que c'est une priorité pour le pays en question? Si c'est le cas, alors nous travaillerons ensemble, diaspora, gouvernement et OIM, pour monter un projet adéquat qui sera rémunérateur forcément de développement, qui conduira pourquoi pas à la réduction de la pauvreté. Dans le cadre du projet financé aujourd'hui de Madame Moukouri, les personnes, les bénéficiaires sont des femmes, c'est-à-dire la progenre a essayé de jouer, a été pris en compte. Donc c'est des femmes immigrées, résidant en Italie, mais originaires du sud du Sahara. Il n'y avait que 2 Camerounaises en compétition. La plupart des autres femmes étaient de l'Afrique de l'Ouest. Sur les 2 projets, notre choix a été porté sur celui de Madame Moukouri, compte tenu d'abord de la rigueur avec laquelle elle avait monté le projet. Et puis, c'est un secteur assez innovant. Madame Moukouri, à cet effet, nous a d'ailleurs assez édifiés. Il est toujours bien de savoir qu'on pourrait vivre dans un milieu, un environnement sain, être à l'abri de maladies. On ne peut pas imaginer le nombre de maladies que nous avons par ignorance du seul fait de l'environnement dans lequel nous vivons. Donc, je crois qu'il serait important de vulgariser cette technique. Enfin, c'est l'un des objectifs poursuivis par l'OIM à travers le financement du projet et par la même occasion encourager la diaspora à venir investir dans les pays d'origine et pourquoi pas montrer par là qu'eux-mêmes peuvent être un facteur de développement et réduire et lutter ainsi contre la pauvreté. Ce serait l'occasion pour moi d'amener les gens à mieux connaître l'OIM. L'OIM n'est pas très connu au Cameroun. Dans la grande majorité des cas et avec les personnes qui viennent nous solliciter, beaucoup de gens confondent l'OIM un peu à une agence de voyage. L'objectif général, c'est de gérer les migrations dans l'intérêt de tous. Et à la limite, pour cela, nous implémentons de nombreux projets. Mais je pourrais en l'occurrence parler des campagnes d'information de masse. Nous formons même des fonctionnaires gouvernementaux sur la gestion de la migration. Je pourrais dire qu'on s'attaque à faciliter la migration régulière, par conséquent essayer de réduire la migration clandestine, dite irrégulière. Camerounaise de la diaspora, par le biais de l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, valeur de symbole pour toute une nouvelle génération d'investisseurs africains. Madame Moukouri Odile, véritable valeur de symbole. Le Cameroun, dans sa recherche des repères, a besoin véritablement du savoir-faire de ces nouveaux investisseurs africains. Cette contribution adéquate entre dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Je suis très contente d'être au Cameroun dans le cadre de ce projet avec l'appui de l'OIM. Tout ce que je peux dire aux autres membres de la diaspora, et en particulier aux femmes, aux Camerounaises, c'est de s'intéresser à ce programme, Women MIDA, de prendre leur courage et de revenir au pays. On ne leur demande pas de rentrer définitivement vivre au pays, mais de s'intéresser de plus en plus au-delà des appuis qu'elles apportent à leur famille. Nous savons bien que la fille, la mère, la sœur est toujours beaucoup plus sensible aux problèmes des familles, mais d'aller au-delà
d'une situation, d'une vision micro et de participer au processus macroscopique de notre pays, le processus de développement de notre pays. Le message le plus fort que moi j'envoie ici, c'est à l'endroit de nos gouvernants, de nos dirigeants, qu'il y ait des mesures au niveau institutionnel pour un habitat salubre. Et nous savons très bien qu'en commençant par notre président, son Excellence Paul Biya, qui nous appelle dernièrement à Paris lors de son voyage, quand il a rencontré la diaspora, je pense qu'il a été très clair. Il l'a dit clairement, je vous invite, mes enfants, à venir participer au processus de développement du pays. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que certains ministères nous ont ouvert les portes suite à cet appel du président de la République. Et je profite de l'occasion vraiment pour remercier son Excellence, M. Paul Biya, qui de plus en plus est en train de faire naître une certaine confiance que les membres de la diaspora avaient déjà perdue par rapport au pays. Et de plus en plus, je pense que les Camerounais de la diaspora qui ont appris tant, qui ont beaucoup à proposer, vont se retourner de plus en plus vers notre pays pour participer au développement et pour le bien-être de tout le monde. J'en profite aussi pour remercier le gouvernement italien qui a pensé à cet aspect genre. C'est vrai, ils l'ont toujours fait pour tous les Africains, hommes et femmes, mais cette fois-ci, ayant mis l'accent, ayant donné une petite contribution, je peux le dire petite, mais grande, dans la mesure où elle te permet quand même de venir chez toi, te faire connaître, faire la promotion de ce que tu as comme idée et de nouer tes relations de partenariat. Je souhaite seulement que suite à cela, le même gouvernement italien puisse continuer avec les autres femmes camerounaises qui sont en Italie, qui auront des idées quand elles vont voir ce que moi, je suis venue faire comme Camerounaise qui rentre dans le programme MIDA Cameroun. Et que vraiment ce gouvernement italien puisse aussi renforcer des partenariats, favoriser les partenariats entre les Camerounais qui habitent en Italie et veulent faire des choses au Cameroun et les Italiens qui sont en Italie. Je remercie beaucoup l'Organisation internationale pour les migrations qui fait un travail excellent et surtout avec ce programme MIDA qui permet au cerveau africain de rentrer en Afrique et de participer vraiment au bien-être de tous les Africains. Au regard de la pertinence qui est mise en relief dans l'étude de Mme Munkori Odile, qui préconise et propose une adéquation entre l'habitat et la santé des populations, il nous apparaît opportun et même indispensable d'interpeller les pouvoirs publics, les investisseurs et les partenaires au développement à plus de vigilance et à la prise en compte d'un impératif de santé pour les populations, allié à un souci de réduction de la pauvreté à travers des stratégies innovantes sur le plan socio-économique qui mettent l'homme au centre de toutes les préoccupations.